Bienvenue au 15 bis chez Gibert. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Samuel Dock pour la sortie de son dernier livre dont nous allons parler brièvement avant que vous puissiez vous-même poser des questions. Alors je sais que ce n'est pas nécessaire de vous présenter parce que je pense qu'ici tout le monde vous connaît, mais c'est pertinent par rapport peut-être aux questions que je vous poserai un peu sur votre projet. Donc votre dernier livre, L'enfant thérapeute, chez Plon. Donc Samuel, vous êtes docteur en psychopathologie clinique, vous êtes aussi psychanalyste et psychologue, mais vous êtes également écrivain. Voilà, déjà on est dans la problématique. Et vous écrivez régulièrement dans la presse des articles sur des sujets de société. Vous écrivez des essais aussi en psychologie, plutôt des ouvrages de vulgarisation en fait, où vous abordez des thèmes souvent centrés sur l'adolescence. Et donc, on rentre dans le vif du sujet. Vous nous livrez aujourd'hui donc ce livre, L'enfant thérapeute, qui est un roman, si j'ai bien compris. C'est un roman, mais c'est un roman, comme vous dites, dès la première phrase, en fait, dès l'introduction du roman, tous les faits dans ce roman sont réels. Alors, voilà, nous rentrons dans la problématique de ce roman. Pourquoi, dans une des problématiques que j'aimerais aborder avec vous, et peut-être qu'on va parler d'abord... Je vais un peu vite de ce dont parle votre ouvrage. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi une forme romanesque pour cet ouvrage qui est quand même un témoignage qui vous concerne directement et qui est aussi le témoignage de votre maman. C'est vrai que ce sont des questions qui sont extrêmement difficiles et vous avez évoqué les ouvrages de psychologie et de psychopathologie que j'ai pu publier jusqu'à ce jour. Ce livre-là est un peu particulier dans ma trajectoire et je vous en parle avec beaucoup d'émotion ce soir. Vous avez dit effectivement que c'était plutôt des personnes que je connaissais et j'ai vraiment eu besoin et envie d'être entouré d'amis pour le mettre au monde après l'avoir écrit dans une certaine forme, même une grande forme de solitude, même si j'avais la chance d'être amoureusement accompagné. J'étais extrêmement seul durant l'écriture. Bien sûr, je pense à mon compagnon, mais je pense aussi à mes deux éditeurs, puisque j'ai eu la chance d'en avoir deux sur ce texte, et je les remercie et les salue. Certaines blessures, je pense, ne peuvent se dire, ne peuvent se penser qu'en métaphore, en réalité. Certains drames humains, certaines violences ne supportent pas la théorie, ne supportent pas le dogme. J'aurais pu, c'est vrai, sublimer ce que j'ai mis au travail dans ce roman à travers un essai. J'aurais pu publier un livre où j'aurais parlé de ce que j'observais dans le service de protection de l'enfance où j'ai pu travailler. Je vois deux de mes anciennes collègues qui sont présentes. Peut-être même que j'aurais pu le faire avec vous deux. Après tout, vous auriez aussi beaucoup de choses à dire. Et puis, je me suis aperçu que si j'avais des choses à régler encore, je crois que l'honnêteté que j'avais recherchée dans la relation avec ma mère, et effectivement on y reviendra, exigeait que je me confronte à cette réalité de la fiction, quand bien même elle exigeait le filtre littéraire. C'est-à-dire que c'est une histoire que je vous raconte, c'est mon histoire. J'ai mis beaucoup de temps pour réapprivoiser la narration dont il est question dans ce livre, qui effectivement est réelle. Et il y a ce jeu qui apparaît entre, justement, l'approche littéraire de cette douleur qui est la mienne et qui la met à distance, mais qui est aussi, paradoxalement, une manière de me la réapproprier. Et c'est vrai que ce livre et l'idée de ce livre est apparue au sortir de ma thèse. J'avais soutenu, je crois que c'était en novembre 2020, si je ne me trompe pas, et j'avais le sentiment d'avoir dit ce que j'avais à dire, à la fois sur le sujet de ma thèse, à la fois sur les livres que j'avais publiés. J'avais sorti L'éloge indocile de la psychanalyse chez Philippe Ray juste avant. Et j'avais envie, après avoir passé autant de temps dans mon métier que j'aime, dans la psychologie, j'avais envie de célébrer quelque chose que je trouvais beau. J'avais envie de revenir à une certaine forme de douceur, de quiétude et d'esthétique. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Et c'est vrai que là, je vois, les journalistes ont déjà reçu le livre, donc je commence à avoir des retours, les blogueurs aussi, que je remercie pour ceux qui se sont déplacés. C'est vrai qu'on met l'accent sur la descente aux enfers absolument terrible de ma mère. Je sais, j'en ai même d'émotion en parlant, mais je m'y attendais.
Alors peut-être qu'on peut, oui, on va peut-être dire de quoi il s'agit, puisqu'en fait je suis allé très vite et je vous ai engagé dans une conversation en fait, sans vraiment présenter l'ouvrage. Donc il s'agit, vous y parlez de vous parlez de votre enfance, de votre relation avec votre maman, et en regard vous mettez l'expérience de votre maman qui s'est révélée à vous tardivement, après que vous l'ayez bien comment dire, relancée. Et bon, dans les deux cas, c'est assez sidérant. La violence que vous exposez est assez sidérante. C'est vrai. Ce qui a été extrêmement douloureux pour moi, et vous parlez justement de cet aspect romanesque, et du coup j'y reviens, c'est que la deuxième partie que vous découvrirez dans le livre est une création. C'est-à-dire que c'est un journal, vous découvrez le journal de ma mère, mais c'est moi qui l'ai écrit. C'est-à-dire que ce jeu, c'est cet exercice, et c'est là qu'on rentre dans le registre littéraire pour le coup, c'est que les éléments qui sont décrits, je ne les ai pas constatés, je ne les ai pas vécus, si ce n'est dans son propre discours. C'est vraiment un travail d'immersion dans la psyché de ma mère, dans les blessures qui ont pu être les siennes, même si bien sûr en prenant son jeu, je solde des conflictualités qui me sont propres, bien sûr que j'y greffe des représentations personnelles. Mais voilà, il y a ce travail littéraire qui intervient à ce moment-là, autour de cette révélation tardive, puisqu'effectivement ma mère ne nous avait, à ma sœur et moi, jamais parlé de son enfance avant que j'ai 33 ans. Je ne sais pas si je vous réponds. Oui, vous répondez parfaitement, merci. Pourquoi ne pas avoir choisi finalement d'utiliser ces mots à elle? Pourquoi ne pas avoir juste fait le... Je pense qu'elle arrivait, d'abord parce qu'elle arrivait à parler un petit peu de son histoire, mais que passer à l'écrit aurait été autre chose. Elle a évidemment lu le livre, et je dis d'ailleurs que, enfin je le dis, elle est même rattachée par contrat au livre, parce que je trouvais que ça aurait été, on trouvait que c'était plus juste, puisque c'est son histoire aussi, c'est mon histoire et c'est la sienne qui s'entremêlent, qui dialoguent. Elle pouvait pas. Elle pouvait pas écrire, c'est vraiment, enfin, il faut avoir vraiment conscience quand vous vous lancez dans ce livre que l'avertissement au lecteur qui ouvre mon travail n'est absolument pas esthétique, c'est pas pour faire le buzz comme le voudrait notre anonisation de la société, c'est réellement dur. Avec l'éditrice Marie-Laure Nollet qui est présente, on a tout fait pour essayer d'éviter le spectaculaire, pour respecter la dignité de ma mère. Mais malgré tout, les faits sont douloureux. Et ce que disait mon éditrice, et ce que je pense qui est très juste, c'est qu'il est même probable qu'en réalité, l'histoire soit encore plus douloureuse que ce qui est présenté dans l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il est même probable que ma mère ait cherché à me protéger et n'ait même pas tout dit, malgré les actes de barbarie qui sont décrits dans la deuxième partie. Alors, je me permets un petit exercice d'analyse, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé beaucoup de votre maman, mais il s'agit aussi de votre douleur à vous. La douleur d'un adolescent qui a du mal à trouver sa place dans le foyer qu'il partage avec sa sœur et sa mère. Enfin, votre père est absent. Et c'est aussi intéressant que vous ayez parlé de ce besoin de vous imprégner de la psyché de votre maman, parce que dans le fond, toute votre vie semblerait, ou du moins dès l'enfance, vous avez eu le sentiment qu'il était nécessaire que vous compreniez votre maman pour la protéger. Exactement. En fait, j'ai longtemps pensé... bon, alors d'abord, je lui en ai énormément voulu. Quand ma sœur avait 14 ans, elle a commencé à développer des troubles psychiques graves, notamment anorexiques, et ma mère lui a donné de la morphine qu'elle recevait elle-même pour ses problèmes de santé, ce qui a été le premier pas vers la toxicomanie de ma sœur et plus tard vers la schizophrénie. Ça a été vraiment la porte d'entrée, et je ne sais même pas, alors que le livre est en librairie demain, je ne sais même pas si ça, vous voyez, c'est véritablement pardonnable. Toujours est-il que j'ai eu besoin à un moment de renoncer à ça, et je pense que pour le coup c'est un avantage de la psychanalyse, c'est qu'on cède sur une certaine forme de conflictualité. On ne cède pas parce qu'il s'agit de renoncer à une bataille, mais il s'agit de céder parce qu'en fait on comprend l'autre et les propres batailles dans lesquelles lui-même a été pris. À quoi ça sert d'ores et déjà de poursuivre le silence, de poursuivre la violence? Il y en a eu assez en fait. Stop. Comprendre. Comprendre ma mère, ça a été comprendre dans quel univers j'ai grandi.
Ça a été ça d'abord, pouvoir comprendre que ce que j'appelle l'état fantôme dans mon roman était d'abord la vie psychique de ma mère. Et de comprendre aussi que j'étais pris dans un ensemble de répétitions, parce que ça aussi c'est très important, c'est-à-dire que cette histoire qui est la mienne, c'est aussi l'histoire de ma mère, mais c'est aussi celle des deux monstres qui ont été mes grands-parents. Oui, en effet, on est à la croisée de la psychologie et de la sociologie, parce qu'il y a véritablement une généalogie de la violence. Voilà. Et c'est vrai que cette douleur qui a été mienne a été absolument terrible. J'ai eu le sentiment, dans cet état fantôme, d'être moi-même un fantôme, un spectre. Parce que, donc j'ai parlé de la prescription sauvage de morphine pour ma sœur, c'est-à-dire que ma mère n'investissait véritablement que ma sœur parce qu'elle était malade. Oui. C'est-à-dire alors que même qu'elle maigrissait, elle prenait toute la place. Et moi, j'avais plus que les interstices, en fait. On s'en fichait, que j'ai pu avoir le bac, que j'ai pu... voilà, tous les événements qui comptent dans la vie d'un adolescent, c'est vrai, pour moi, on glissait en fait. On glissait dans l'ombre de ma sœur. Et j'avais le sentiment que ma mère répétait ce qu'avaient fait mes grands-parents, c'est-à-dire s'occuper, parce que ma mère est la dernière d'une famille de 14 enfants, et j'avais l'impression qu'en fait, elle s'occupait de ma sœur parce qu'elle-même, on ne s'était pas occupé d'elle. Hein. Oui. Et que du coup, elle reproduisait parce que moi, j'étais exclu. Oui. Alors qu'en réalité, elle voulait soigner ma sœur parce qu'elle-même, en fait, on ne lui a jamais apporté de soins médicaux quand elle était petite fille. Elle n'en a jamais vu, elle n'a jamais vu un médecin. Ça a été très compliqué. Et elle avait peur, en fait, d'être comme ses propres parents si, en fait, elle n'agissait pas. Donc, en voulant éviter une répétition, elle a répété l'histoire. Et ça a été vraiment très, très, très douloureux pour moi, cette adolescence qui, en fait, est comme une seule journée, identique à l'infini. Un peu comme, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans cet endroit horrible qu'est le Jardin des Plantes, vous voyez la panthère des neiges, là, qui tourne toute la journée comme ça. Et j'ai l'impression que c'était moi. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire que votre douleur vient aussi du fait que... Enfin, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quand on est autant investi dans la compréhension de l'autre, on n'est pas très investi en soi-même. Donc la place qui vous manquait, c'est aussi la place que vous donniez beaucoup à votre maman. Et on va parler du soin donc, et du titre, bien sûr. Vous dites à un moment dans le roman essaytique de votre ouvrage, « Je me croyais enfant thérapeute ». Est-ce que c'est bien le rôle d'un enfant que de soigner ses parents? Non, pas du tout. Pas du tout, et puis c'est impossible surtout. C'est-à-dire que le principe de l'enfant thérapeute, c'est que un parent qui a vécu des carences importantes va investir son enfant comme un soignant, comme quelqu'un qui pourra combler son manque. Évidemment, l'enfant n'y parvient pas, et il le paye, et franchement, je l'ai réellement payé de différentes manières. Ça peut être de la violence physique, de la violence psychologique, ça peut être une conflictualité importante. À son tour, lui-même aura des blessures, des carences extrêmement profondes. Et qu'est-ce qui va se produire à ce moment-là? Il attendra de la génération suivante, en fait, d'être réparé à son tour. Et c'est pour ça que, et je sais qu'il y a des psychologues dans la salle et j'en vois sourire certains, c'est pour ça qu'il y a une répétition intergénérationnelle. L'enfant thérapeute, c'est vraiment ça, c'est que j'étais absolument convaincu que si je donnais de l'argent à ma mère, si je l'écoutais, si je répondais au chantage, si je disparaissais, si je me taisais, si je faisais rien, si machin, j'allais l'aider en fait, elle allait s'en sortir. Et j'ai eu beaucoup de mal à céder en fait là-dessus. Il m'a fallu des années en fait. Il m'a fallu des années de psychanalyse pour comprendre que c'était impossible. Et surtout, il m'a fallu qu'elle me parle. Oui. C'est surtout ça. Si vous n'aviez pas eu la connaissance de ces faits que relate votre maman, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce progrès, cette réconciliation. C'est ça. C'est ça. Il a vraiment fallu que j'arpente en fait l'enfer qui a été le sien pour comprendre que cet enfer-là était sans limite et que c'était trop tard. Il y a un élément que je trouve intéressant, c'est que vous dites dans votre roman que vos études de psychologie vous ont permis de comprendre la maltraitance et donc de faire la liste un peu de tout ce dont vous avez manqué pour vous, mais que c'est l'analyse qui vous a permis de vous réconcilier et de comprendre votre maman. Comme si finalement la compréhension intellectuelle des événements et des faits ne suffisait pas, qu'il fallait passer par quelque chose d'affectif. C'est le cas, et puis c'est effectivement le cas, et c'est ce que je disais en préambule, c'est que la théorie ne suffit pas. C'est vraiment sur le divan, en consultation, que là vous faites vraiment cette véritable épreuve de l'affect, cette épreuve de la douleur, et surtout de l'impensable. C'est-à-dire qu'en analyse, quand vous allez voir un analyste, il ne va pas vous maintenir dans votre zone confortable où vous allez le savoir, il va aller chercher ce qui manque.
Et moi, effectivement, mon analyste ne comprenait pas que je ne connaisse pas à 20 ans le prénom de mes grands-parents, par exemple, tout simplement. Voilà, donc, pour pouvoir combler les manques en fait, de mon histoire, là-dessus, c'était bien effectivement d'avoir cet appui. Et puis, tout simplement, et c'est là le rôle aussi de l'analyse, d'avoir été la figure contenante, sécurisante dont j'avais besoin. C'est-à-dire que j'étais vraiment, il faut en avoir conscience. C'est vrai que la plupart des personnes dans cette salle m'ont connu en tant qu'intellectuel. J'ai même des anciens étudiants que je vois qui sont présents. Moi, j'étais une blessure. J'étais une plaie gigantesque en fait. C'est vraiment, cet état fantôme, c'est quelque chose d'absolument insurmontable. Ce que je croyais en tout cas insurmontable. Mais encore une fois, je rejoins votre point de vue. Peut-être que je serai encore piégé. Alors, je vivoterai avec mon symptôme et j'aiderai les autres à défaut de pouvoir m'aider moi-même. Mais effectivement, la révélation, le moment où ma mère s'est mise à me parler a été vraiment, vraiment le déclic qui m'a permis de faire le deuil de ce statut. Je ne la sauverai pas. Et elle a peut-être même pas besoin d'être sauvée. J'explique plus tard que même par la suite, aujourd'hui, je sais que si j'ai envie de l'aider, de manière filiale, dans une espèce de solidarité, voilà, beaucoup plus mesurée, heureusement qu'à l'époque, elle me dit non, c'est bon Samuel, je fais ma vie, voilà, moi j'ai mes trucs, j'ai mes copines, c'est bon. Mais c'est ok, c'est quelque chose de résolu. Oui, on sent que c'est résolu parce qu'il y a vraiment un contraste entre les deux parties de votre livre. La première, on y sent beaucoup de colère et de reproches, et dans la seconde, une empathie énorme et une peine aussi, une souffrance, mais qui n'est plus celle de ne pas exister aux yeux de votre maman, parce que subitement vous comprenez ce qui arrive. Et transition un peu difficile, mais j'ai envie de dire que votre roman ne parle pas, parle aussi beaucoup finalement de la violence qui est faite aux femmes. Oui, effectivement. Et là je perds le fil de ma pensée. Mais vous dites dans la deuxième partie quand même, c'est facile de faire des reproches aux mères dans un monde où, en tout cas dans un foyer où le père est absent. Voilà. Et les mères divorcées, seules avec enfants, bon, elles font ce qu'elles peuvent et malheureusement. Je suis content que vous l'ayez relevé. Il faut se détacher de l'idéal. Je suis content que quelqu'un l'ait relevé. Cette phrase, elle est vraiment importante parce que c'est vrai que ma mère nous a élevés seuls, ma soeur et moi. Mon père, dès qu'il a pu, s'est complètement désinvesti de toute forme de responsabilité. Il a fait bien d'autres dégâts que je présente aussi dans un chapitre dans le livre et d'une nature très différente. Mais c'est vrai qu'elle est là en attendant. C'est elle qui s'est occupée de ma soeur et moi avec toutes les difficultés qui étaient les siennes, avec la blessure qui était la sienne. C'est-à-dire que quand mon père est parti, ça a été vraiment l'élément déclenchant, le retour de l'abandon, qui a fait qu'elle s'est effondrée dans cet univers dépressif et qu'elle nous y a entraîné, ma soeur et moi. Et je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai qu'il y a quand même un investissement, bon après qui est un peu dans mon ADN, mais féministe, je pense, sur cet ouvrage, malgré tout. Malgré tout. Après, je ne ferai pas le métier, je pense que je fais, et dans les services dans lesquels j'ai pu travailler, s'il n'y avait pas cet engagement-là, c'est sûr. Votre maman a lu le livre. Ah oui, oui. Je crois qu'à la fin, dans le dernier chapitre, c'est elle qui s'exprime, et là, du coup, vous n'avez pas reformulé ces paroles. Oui. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation? Est-ce que ça a libéré quelque chose? Je suis là où j'étais content, c'est j'ai fêté Noël avec elle, évidemment, cette année. Et paradoxalement, j'étais content qu'on n'y revienne plus, en fait. C'est-à-dire voilà, j'ai quand même beaucoup dialogué, il y a eu beaucoup de recherches, mais malheureusement, c'est quand même revenu. Mon compagnon a commencé à faire des recherches généalogiques, parce que c'est vrai que c'est quand même un appel à renouer avec une filiation. Et on a commencé à faire des découvertes effectivement sur cette fameuse famille des Thénardier, quoi, ouais, qui sont absolument épouvantables. Voilà. Donc, quand je creuse, je trouve. Si vous cherchez la monstruosité, immanquablement, vous finissez par la trouver, que ce soit en vous ou dans l'histoire. Donc c'est malheureusement, je pense que même là, j'ai pas encore tout découvert, mais on n'y revient plus. On a une relation qui est beaucoup plus complice. Et c'est vrai. Tout à l'heure, j'avais une amie écrivain qui me faisait son retour sur le livre et qui disait finalement il y a cette plongée en enfer, d'accord, mais il y a surtout un chant d'amour, qui ne suppose pas de manière judéo-chrétienne un pardon absolu, plaqué et inflexible, mais qui suppose une compréhension de l'autre. Excusez-moi. Oui, est-ce que vous avez finalement réussi à ne plus être l'enfant thérapeute? Parce que vous avez quand même fait ce travail tout au long de votre vie.
Et puis même, je note à un endroit de votre roman que votre maman, coïncidence ou pas, votre maman laisse sa thérapie de côté quand s'installe entre vous ce dialogue sur son enfance et votre réconciliation. Il me semble que c'est un peu dangereux, ça a été un moment peut-être un peu périlleux pour vous, parce que d'une part, c'est un peu, comment dire, le nœud de la guerre, le fait de retrouver de la place pour vous, et puis il y a le travail thérapeutique qui... J'ai pas eu, en tout cas, j'ai pas eu le sentiment, heureusement, de retrouver un rôle, pour le coup, de psychologue auprès de ma mère. Ah oui, je complète aussi ma réponse à la question précédente sur l'action du père et du masculin qui est importante. C'est qu'il y a un chapitre qui est important dans la deuxième partie, dans la troisième partie, la dernière partie, la plus contemporaine, où j'évoque des retrouvailles avec mon père. Et où en fait je montre que ces retrouvailles sont absolument et totalement impossibles. Pourquoi est-ce que, alors que le sujet c'est la mère, pourquoi est-ce que c'était vraiment très important pour moi et aussi pour mes éditeurs de laisser ce chapitre qui est extrêmement violent, hein, soyons clairs, hein, même si c'est l'époque contemporaine, avec la question du moment où j'ai dû faire hospitaliser ma sœur en psychiatrie. C'était un truc très très dur à vivre. Parce qu'en fait mon père n'a pas du tout fait ce travail sur lui-même. Vous parlez de la thérapie et là je rejoins votre autre question. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose, quand je l'ai eu au téléphone après des années, le même discours, le même propos. Donc ne croyez pas que ce livre est une invitation à renouer avec les personnes avec qui vous seriez fâché ou qui vous ont fait du mal à tout prix. Surtout pas. Ça, je trouve que c'est absolument pervers, toxique, pour reprendre un mot à la mode. Non, il faut vraiment que les deux personnes fassent du chemin pour pouvoir se rencontrer. C'est absolument nécessaire. Ma mère a fait ce chemin-là pendant un certain temps. Il y a eu effectivement un événement déclenchant, c'est qu'elle a subi des violences de la part d'un homme. Qu'à ce moment-là, elle s'est retrouvée dans un foyer pour SDF. Ça a été très dur pour moi de l'apprendre. Même si, là, en fait, en ayant cette expérience-là, elle a plus eu le choix, en fait. C'est-à-dire qu'elle était tellement confrontée à un retour de ce qu'avait été son passé qu'elle a été obligée de penser et de me parler de son histoire. Ça a vraiment fait ouverture. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas une réconciliation à tout prix. On peut se réconcilier qu'à condition de se concilier. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, je pense, de le redire. Je veux pas que ce soit oui, il faut pardonner. Tout n'est pas pardonnable. Hein. Moi, j'ai pas l'impression. Voilà, c'est pas l'idée. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce chapitre où je parle d'un échange où elle me demande de l'argent pour payer le forfait téléphonique de ma sœur. Ben ça, c'est toujours. Ça changera pas. Je pense vraiment qu'elle est incapable. Et c'est pour ça que je ne peux même pas lui en vouloir. C'est qu'elle ne peut pas céder sur ma sœur. Elle ne peut pas parce qu'elle aurait le sentiment d'abandonner la petite fille qui était et qui n'a pas eu à manger, qui n'a pas eu de soins médicaux, qui n'a jamais eu un seul câlin, un seul bisou, qui n'a jamais eu aucune possession. Enfin, c'est un état de dénuement quasiment total, ce qu'elle a vécu. Oui, puis c'est tragique de constater qu'elle a été attirée par des hommes qui étaient la copie conforme de son père. Exactement. Qui l'a maltraitée. Oui. On va arriver à la conclusion, vous allez pouvoir poser des questions. J'aimerais savoir si, dans le fond, vous aviez des conseils à donner à des personnes, comment selon vous, brièvement, évidemment, ça pourrait faire l'objet, mais j'ai l'impression que c'est un peu la démonstration que vous faites dans le livre, c'est pour ça que je me pose la question en conclusion. Comment casser ce cercle vicieux de la transmission familiale? Franchement, je ne sais pas du tout si j'ai des conseils à donner, parce que je pense vraiment que cette histoire, c'est la mienne et elle est singulière. C'est d'autant plus dangereux que c'est une histoire de mort. Ma mère aurait pu mourir quand elle avait 5 ans et ça s'est joué à peu de choses, hein, puisqu'elle était très très gravement dénutrie lorsqu'ils l'ont récupérée. Elle était couverte de morsures sur l'intégralité du corps, avec des infections graves. Donc ça commence avec une histoire de mort. Moi, j'ai intégré cette question de ma propre non-existence qui ressemblait à s'y méprendre à un état de mort constant. Donc je ne sais pas si j'ai le moindre conseil à vous donner, mais ce que je pourrais te dire, à défaut que ce soit un conseil, ce serait que juste vous avez le droit de vous protéger en fait. Vous avez le droit de prendre soin de vous. Et ça ne veut pas dire laisser de côté les personnes que vous aimez en fait. La première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Et j'ai quand même envie aussi d'ajouter que c'est aussi, ce roman, ça n'est pas que l'histoire d'une violence et d'une souffrance, c'est l'histoire de votre salut, parce que vous en êtes pas mal sorti quand même.
Ouais. Je suis pas totalement dingo. Voilà, ça a été juste. Malheureusement, ma soeur s'en sort beaucoup moins bien que moi. Mais effectivement, je m'en sors bien. Après, je pense que ma mère s'en est très bien sortie elle-même. Elle a été aimée par des religieuses dans cette vie. Alors là, pour le coup, j'ai décidé que j'en parlerai très peu dans de la promotion du livre parce que c'est vraiment un autre monde. Elle a été aimée par les religieuses. Je n'ai pas été sans amour. Et puis, je l'évoque, je pense que jusqu'au départ de mon père qui a fait effectivement amorce, je pense que ma mère nous aimait profondément. Et c'est même tout le problème d'ailleurs, par certains égards. Merci beaucoup Samuel. Merci. Bravo pour votre travail. Est-ce que vous avez des questions à poser? Peut-être pas une question, mais je voudrais d'abord dire, je suis très touchée par l'élan de courage que tu as dû avoir. J'ose dire, ça me vient, l'élan de grâce d'aller revisiter l'innommable, cet abîme dont tu parles, cette existence fantôme, pour construire ce chemin de lien avec toi. Tu parles d'amour de soi, et quelque part d'inventer un nouveau lien avec ta mère. Ça me touche beaucoup, et j'ai hâte de le lire. Et tu parlais d'un chant d'amour, et je crois que le mot est bien posé. Je le sens, je ne l'ai pas encore vu, mais en te recevant là ce soir, je sens que ce mot est juste. Merci. Je pense qu'en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'années perdues, d'années où j'ai pas vu ma mère. C'est comme ça. Ça devait être comme ça. Il n'est jamais trop tard, je crois, pour se retrouver tant que les personnes sont vivantes. Tant que les personnes sont vivantes. Je me sens abandonné par les... J'ai une question, mais en fait j'ai l'impression que ça a déjà été peut-être abordé dans un petit laps de temps, je n'étais pas là. La deuxième partie, vous l'avez remaniée ou c'est vraiment ces mots? C'est vraiment mes mots. Ce sont vos mots, la deuxième partie. C'est vraiment là qu'est la construction littéraire, effectivement. Il y avait quelques notes, quelques repères. J'ai complètement investi, repensé, en essayant quand même d'entendre sa langue à elle. C'est vrai que c'est ce qu'on fait dans mon métier quand on est psychologue. On repère bien sûr ce qui est dit, le contenu, mais aussi la langue. Et j'ai fait tout ce travail de comment habiter la langue de ma mère. Comment est-ce qu'elle dirait les choses? Quels mots elle utilise habituellement? Comment est-ce qu'elle pense? Et en fait, ce qui est particulier, et c'est pour ça que votre question est importante, c'est que quand j'ai signé avec mon éditeur, Grégory Berthier, qui est là-bas, et que gratitude absolue, parce que ça a été oui tout de suite, en fait, je pensais vraiment, pour être honnête, je pensais que ce serait facile. C'est-à-dire que j'étais tellement bien dans cette relation et heureux d'avoir retrouvé ma mère, et j'avais envie de dire waouh, je l'ai retrouvée, on peut faire ce chemin. Et mon éditeur me disait Samuel, t'es sûr que ça va aller? Oui, vraiment, je suis en paix, je suis bien analysé. Et en fait, c'était vraiment extrêmement douloureux du fait d'habiter cette langue, parce que la langue, c'est la pensée en fait, c'est la consistance même de la pensée. Et c'est là en fait que ça a été très dur. Le chapitre sur la mort du chien, j'ai mis plus d'1 mois et demi à l'écrire parce que j'y arrivais pas en fait. J'y arrivais pas, c'était trop douloureux de penser l'horreur et lui donner une forme, parce que c'est ce qu'on fait quand on écrit, c'est donner une forme à l'horreur. Franchement, c'était terrible, c'était absolument terrible. Parce que honnêtement, ça fait 4 jours que je suis avec votre livre, et en fait, quand j'étais dans la deuxième partie, je me disais, mais c'est vraiment, on dirait, une autre personne, donc vraiment j'ai eu ce ressenti-là, et en même temps je me disais, sa mère écrit super bien, parce que comme c'était marqué journal de ma mère, je me suis dit, bah ça doit être elle, je me suis dit, c'est fou, ça doit être de famille, et après je me suis dit que je poserais la question. C'est très touchant, et c'est vrai que c'était difficile, puisque je voulais pas trahir son point de vue, c'est pour ça que je lui demandais de relire, c'est pour ça que, voilà. Et en fait, elle a joué complètement le jeu, c'est-à-dire que même sur la première partie où effectivement, vous l'avez dit, Pierre, je lui fais des reproches qui sont graves. Je veux dire, il est question pour certains de non-assistance à personne en danger, voilà, dans le cas de mon père, d'incitation au suicide. Enfin, c'est vraiment des actes qui sont très graves. Elle a accepté de jouer le jeu. Je lui ai dit, moi je le ferai pas si on peut pas reconnaître toute l'histoire. Je parlerai pas de cette histoire si je peux pas être
dans une authenticité, une honnêteté totale. Mais oui, il a fallu habiter sa langue. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment très, très douloureux. Très, très, très douloureux. Mais du coup, c'est réussi. Merci, c'est gentil, très gentil. Est-ce que tu dirais, même si la réparation, entre guillemets, n'est peut-être jamais finie, parce que c'est un processus de vie, est-ce que tu dirais aujourd'hui, grâce à ce livre, que tu es plus en paix avec ton histoire et ta vie? Je pense que j'ai pour le coup, c'est vraiment très vrai, sur la fin du livre, je ne le spoile pas pour ceux qui le liront, mais c'est vraiment l'événement que je décris à la fin du livre où je me suis dit, c'est bon, ça y est. C'est lorsque j'ai vraiment pu faire quelque chose, mais je ne veux pas le dire parce que ça va vous gâcher aussi le plaisir de la découverte. Mais il y a eu un événement où je me suis dit, ça y est, c'est bon. C'est intéressant qu'à l'origine, vous ayez souhaité être écrivain. Vous êtes devenu psychanalyste, mais c'est un peu la même curiosité. Les écrivains et les psychanalystes sont un peu des explorateurs de l'âme humaine. Oui, et ce que je pense en fait, c'est que même le collège et le lycée, en fait, je pense qu'il y a déjà quelque chose autour de la pensée qui s'est instauré à ce moment-là. Je raconte dans la partie l'état fantôme qu'en fait moi j'étais jamais absent en cours parce que dans un univers que je comprenais pas du tout, je comprenais pas pourquoi ma mère qui me chérissait était devenue tellement violente, je comprenais pas ce que je ressentais. Déjà aller en cours d'histoire géo, comprendre les sociétés, les pays, la langue bien sûr, c'est déjà rendre certains continents humains un petit peu moins mystérieux. C'était déjà une première reprise. Et là j'ai vu que la pensée pouvait sauver. Et puis lorsque j'ai été stagiaire psy, au temps des dinosaures, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité, j'ai pu voir en fait que bizarrement, moi-même qui avais tellement eu besoin d'aide, je pouvais aider les autres. Et c'est là que je me suis dit que les deux n'étaient pas du tout incompatibles en fait. Et que même littérature et analyse dialoguent à chaque instant. Et c'est même la force de mon métier. Avoir les mots, c'est déjà les accorder aux personnes qui nous appellent à l'aide. Mais oui, quand vous avez rien, quand vous manquez de tout, et j'ai vraiment manqué de beaucoup de choses, vous avez le savoir. Vous pouvez bâtir un savoir et personne ne pourra vous l'arracher. Le savoir que j'ai édifié, personne n'a pu me le prendre. Avez-vous d'autres questions? Une petite question, c'est peut-être un détail, mais la photo de couverture, est-ce qu'elle a un sens particulier? C'est que mon grand-père nourrissait ma mère avec des épluchures. Alors, je précise, ne paniquez pas si la porte a fermé derrière vous. C'est parce que le magasin ferme à 19h, mais vous pourrez sortir quand même, promis. Il y a une sortie juste à droite ici. Voilà. Et je suis très content que mon ami Benoît pose cette question, parce que, et ça fera écho aussi à la vôtre, à cette manière d'habiter la langue. Je crois que face à cette... et vraiment, soyons clairs, la monstruosité existe. Le mal existe. La figure de mon grand-père en est une absolument atroce. C'est une sacrée revanche sur ce mal-là, de voir que oui, c'est très très mal comporté, au point de perdre l'autorité parentale. Même à l'époque de ma mère, c'était extrêmement grave. Je pense que les éducateurs présents dans cette pièce le savent bien. C'est une sacrée revanche, quoi. Il n'a pas tué ma mère. Et quand vous êtes victime de maltraitance, quand vous vivez des choses douloureuses, vivre, c'est exactement la seule et unique manière de détromper le sort qu'on aura lancé contre vous. Et ces pelures, et là encore merci à l'éditeur d'avoir pris ce parti, c'est une sacrée belle revanche en fait. Voilà, de cette horreur-là est aussi née une histoire. Oui, et puis même une photo, parce que bon, c'est intéressant, tu dévoiles que voilà, l'origine, la symbolique de cette photo, mais quand on la voit, c'est presque comme si c'était déjà transformé en Exactement. offrande, Oui. quelque chose d'une offrande pour nous. Oui. Et d'ailleurs, moi je voulais te remercier et puis te féliciter d'avoir eu ce courage aussi d'aborder ce qui est de l'ordre. Bon, évidemment, moi, l'état fantôme, ça me parle, le mot que tu as trouvé, tu as forgé par rapport à ce que je pratique en transgénérationnel, cette question du fantôme. Mais voilà, de pouvoir, c'est déjà ce que tu faisais déjà dans d'autres livres, mais il y a peu de psychanalystes surtout qui vont aborder, j'allais dire aussi tôt, aussi jeune, quelque chose de leur histoire familiale.
C'est-à-dire qu'ils se protègent, enfin, on reste quand même dans une forme de neutralité. Et voilà, tu fais partie des quelques rares qui nous délivrent quelque chose d'un parcours personnel et familial, hein, et même transgénérationnel, puisque évidemment il y a des choses qui sont très intéressantes dans le livre et qui éclairent sur ensuite le parcours que l'on peut faire en tant que psy. C'est ça. Après, ça ne s'adresse pas que C'est psy, ça. l'enfant thérapeute. C'est vraiment ça. Et puisque tu parles de psychanalyse transgénérationnelle, mon amie Christine Olivucci, psychanalyste transgénérationnelle, a publié plusieurs livres sur le sujet. Il y a une petite phrase dans le roman, effectivement, je pense que tu l'auras repéré, parle de ces morts qui peuvent parler par notre propre voix. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que on a été hanté d'abord par ces aïeux qui sans cesse revenaient. Il y a la figure de l'oiseau, là aussi j'en dis pas trop, mais qui a un symbole un peu fil d'or dans le livre qui revient et qui prend différentes formes. Mais oui, effectivement, il y a ce fil d'or dans l'ombre. Et là aussi, et c'est vrai, oui, il faut se mettre en danger pour pouvoir le penser, mais je comprends que certains analystes ne le fassent pas. Je comprends que tout le monde ne le fasse pas. Moi, c'est vrai que je crois aussi que ça appartient à mon tempérament, c'est que moi, c'est une manière de survivre, en fait. Oui, tout à l'heure, tu parlais d'envie, mais j'ai senti, pour rebondir aussi à ce que vous venez de dire, madame, une urgence vitale. Exactement. Ouais. Et du fait que maintenant le livre existe et que tout le monde peut le lire, est-ce que tu penses que dans ta pratique auprès d'enfants qui sont passés par là ou qui sont encore dedans, ça peut changer quelque chose? C'était déjà, franchement, c'était vraiment déjà bien au travail. C'était déjà bien au travail. Après, c'est vrai que, et c'est pas anodin, j'ai arrêté de travailler dans le service de protection de l'enfance quelques temps avant de rendre le texte. Donc c'est que il y a quand même quelque chose qui s'est là aussi résolu. J'avais peut-être plus besoin, c'est dur à dire, de sauver des enfants à défaut de pouvoir sauver ma mère. Allez-y, bien sûr. Je me demandais comment il y a des événements qui ont une violence quand même particulière dans le roman. Je me demandais comment on gère, parce qu'on dit toujours la réalité des fois dépasse la fiction. Ah oui, complètement. Et quelque part, c'est un livre, donc du coup je me demandais comment on gère un peu cette chose où, je sais pas, des fois on a l'impression que ça se détache un peu de nous-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit je raconte vraiment une histoire ou est-ce que c'est vraiment la mienne? Enfin, je sais pas comment. Franchement, c'est vraiment fort que vous disiez ça, puisque sans parvenir à trouver une manière de répondre à votre question, je vous dirais que quand j'ai rendu les épreuves, alors que j'y avais pas pensé en l'écrivant, je voyais ma mère. J'avais des images qui me venaient, alors même que j'en avais peu en l'écrivant. Il y a eu ce moment où je me suis dit, en fait, ça y est, il existe indépendamment de moi, parce que je voyais un petit fantôme comme ça, que j'imaginais, notamment avec ce chien maltraité, donc l'histoire horrible, etc. J'avais des images qui me venaient. Et ce décollement s'est fait à partir de ces images. Alors heureusement, après, tout de suite, voilà, j'ai su aussi dire au revoir quand le livre part, que vous commencez à en parler. C'est aussi un deuil qui se fait à ce moment-là. Il y a toute une articulation dans la manière de faire vivre le livre et de terminer de l'écrire. Mais clairement, oui, la réalité a dépassé toutes les fictions. Et preuve en est, c'est que, je vous dis, on a encore redécouvert des choses graves qui ne figurent pas dans le livre, qui montrent que, là encore, les gens se diront, il y a déjà eu des premiers commentaires en disant, mais c'est pas possible, quoi. L'histoire est complètement invraisemblable. Et c'est rare les cas de maltraitance de cet acabit-là. Non, tout est vrai, quoi. Tout est vrai, mais la réalité mange la fiction, plus encore qu'elle la dépasse. Merci à tous. Nous allons passer à la dédicace. Vous allez pouvoir vous approcher.